Il vivait dangereusement, peut-être trop dangereusement. Cette phrase, écrite par un journaliste britannique en 1970, semble aujourd'hui annoncer la trajectoire fulgurante et fragile du prince William de Gloucester, un homme que certains surnommaient déjà le James Bond de Windsor. Charme irrésistible, allure d'aventurier, héritier proche du trône. Tout chez lui promettait une lumière éclatante. Pourtant, son nom s'est effacé des mémoires, comme si l'histoire elle-même avait choisi de le recouvrir d'un voile. Pourquoi ? Derrière son sourire se cachaient 3 secrets lourds, un amour que la famille royale refusa catégoriquement, une passion pour le risque qui dépassait les limites du raisonnable, et une mort aussi spectaculaire que douloureuse survenue sous les yeux de milliers de personnes. Mais pour comprendre comment un prince si prometteur a pu être englouti par la fatalité, il faut revenir aux origines, à l'environnement qui l'a façonné. Car William n'est pas né dans la tranquillité d'un palais, mais dans un royaume en flammes, au cœur de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire moderne. Et c'est peut-être là, dans les premières minutes de sa vie, que tout a commencé. William de Gloucester vint au monde en 1941, alors que la Seconde Guerre mondiale déchirait l'Europe et que Londres vivait au rythme des sirènes et des incendies nocturnes. Dans ces mois où chaque famille craignait de perdre tout en une nuit, la naissance d'un enfant royal n'eut rien d'une célébration lumineuse. C'était une arrivée discrète, presque clandestine, marquée par la peur qu'un bombardement frappe le palais à tout moment. Son baptême fut organisé en urgence à Windsor, à l'abri des raids allemands, comme si ses premiers instants avaient déjà besoin d'être protégés du monde extérieur. Cette atmosphère de danger permanent laissa une empreinte profonde sur l'enfant. Ceux qui l'ont connu disent que William grandit avec une sorte de gravité silencieuse, une conscience précoce que la vie peut basculer en un battement de cœur. Pourtant, il n'était pas un enfant fragile. Au contraire, il observait, il retenait, il s'attachait surtout à sa cousine Élisabeth, de 5 ans son aînée, avec qui il partagea une relation douce et fidèle. Plus tard, il deviendrait l'un des pages d'honneur lors du mariage de la future reine, un rôle qui témoigne du lien fort qui unissait les 2 branches de la famille. Mais derrière les uniformes impeccables et les protocoles rassurants, William resta un enfant de la guerre, façonné par le fracas lointain des bombes et l'ombre de l'incertitude. Ce contraste entre son rang prestigieux et l'époque tourmentée dans laquelle il grandit créa en lui ce mélange si particulier de retenue, de sens du devoir et, paradoxalement, d'attirance irrésistible pour tout ce qui frôlait le risque. Pour comprendre l'homme téméraire qu'il deviendrait, il faut d'abord saisir l'enfant qui apprit très tôt que rien n'est jamais garanti. En quittant l'enfance marquée par la guerre, William entra dans une jeunesse qui semblait, elle, entièrement promise à la lumière. À Eton d'abord, puis à Cambridge et enfin à Stanford aux États-Unis, il révéla un esprit brillant, une discipline naturelle et une élégance qui frappait quiconque le rencontrait. Il avait ce charme typiquement aristocratique, fait d'assurance tranquille et d'un sourire qui semblait ne jamais trahir ses tourments intérieurs. Dans les années 60, une époque où l'on rêvait d'hommes libres, audacieux et raffinés, William devint rapidement une figure fascinante. Les journaux britanniques, toujours friands de surnoms, commencèrent à l'appeler le James Bond de Windsor, non seulement parce qu'il était grand, athlétique et remarquablement photogénique, mais aussi parce qu'il cultivait un goût affirmé pour l'aventure. Il pratiquait la voile, l'équitation, l'escrime, mais surtout le vol. L'aviation était devenue pour lui bien plus qu'un loisir. C'était un espace de liberté absolue, un lieu où il pouvait se détacher du poids du protocole et du rôle qu'on attendait de lui. Ceux qui le regardaient décoller disaient qu'il semblait littéralement respirer différemment dès que ses pieds quittèrent le sol. Sa position dans la ligne de succession, longtemps très élevée, lui conférait un statut particulier, celui d'un prince suffisamment proche du centre du pouvoir pour être remarqué, mais assez éloigné pour goûter à une existence plus souple, presque moderne. Cette combinaison rare d'élégance, d'intellect et de témérité forgea l'image d'un jeune homme promis à un avenir exceptionnel. Pourtant, derrière cette ascension brillante, l'ombre d'un choix impossible commençait déjà à se dessiner. Un choix où le cœur, bientôt, demanderait à être entendu. Lorsque William arriva au Japon à la fin des années 60, il pensait n'y passer qu'un chapitre professionnel parmi tant d'autres. Il ignorait que c'est là, loin des brumes anglaises, qu'il rencontrerait la femme qui bouleverserait sa vie. Susie Starkloff. La rencontre eut lieu lors d'une réception raffinée organisée par la communauté diplomatique. Dans cette salle éclairée de lanternes douces, William se sentit immédiatement attiré par une femme qui n'avait rien des silhouettes habituelles gravitant autour de la cour. Jussie avait une élégance chaleureuse, une présence calme mais assurée. Leur première conversation, légère en apparence, se transforma rapidement en un échange profond, presque intime, où chacun dévoila un peu de son histoire.
William, habitué au regard qui glisse sur lui comme sur une vitrine, avait enfin l'impression d'être perçu comme un homme, non comme un prince, mais Chussi portait un passé compliqué aux yeux de la monarchie britannique. D'origine hongroise, réfugiée après les bouleversements de 1956, divorcée, mère d'une petite fille, plus âgée que lui et issue d'une famille juive, elle représentait tout ce que l'institution royale redoutait. Ce n'était pas une question de cœur, mais de protocole, de tradition, de cette mécanique froide qui guide encore les mariages des princes. Pourtant, rien de cela ne comptait pour William. Il se sentait libre auprès d'elle, libre de rire, de parler, de rêver. Loin de Buckingham, il pouvait enfin s'abandonner au simple plaisir d'aimer et d'être aimé. Leur relation devint rapidement sérieuse. Ils partageaient des promenades dans Tokyo, des repas improvisés et surtout des vols en avion, ces instants où William retrouvait cette liberté dont il avait tant besoin. Dans le cockpit, Jussi à ses côtés, il semblait toucher un fragment de bonheur pur. Mais à Londres, la nouvelle de cette idylle fit frémir les murs du palais. Le souvenir encore vif de Wallis Simpson, responsable de la crise constitutionnelle de 1936, hantait les esprits. Pour les conseillers royaux, la situation se résumait à une équation simple. Un prince proche de la succession ne pouvait pas épouser une femme divorcée et étrangère, encore moins sans ascendance aristocratique. On craignait un nouveau scandale, une nouvelle fissure dans l'image parfaite que la famille voulait préserver. La pression s'intensifia peu à peu. Des lettres, des conversations détournées, des encouragements insistants, tout était mis en œuvre pour convaincre William de renoncer. Même la princesse Margaret, en déplacement au Japon, fut sollicitée pour lui parler. On espérait qu'une voix familiale adoucirait le refus. Mais William, malgré son éducation stricte, resta ferme. Plus le monde tentait de lui arracher cet amour, plus il s'y attachait. Il défendait Chussi avec une douceur tenace, envoyait des photos à sa famille pour qu'on voie son sourire, rêvait encore à un avenir commun, malgré les obstacles de plus en plus lourds. Dans le silence des jours qui passaient, un conflit intérieur prenait forme. William, prisonnier de son rang, était tiraillé entre le devoir et un amour sincère qui lui redonnait souffle. Jussi, lucide mais profondément attaché à lui, voyait la tension l'éroder. Et pourtant, il continuait. C'était un amour fragile mais obstiné, suspendu au-dessus du vide, comme si leurs deux cœurs tentaient encore de défier l'inévitable. À mesure que les saisons passaient, William sentit l'étau se resserrer autour de lui. L'amour qu'il portait à Jussi était profond, simple, sans artifice, mais tout autour d'eux, les murs invisibles du protocole se rapprochaient. Il avait un jour envoyé à la famille royale une photographie d'elle, croyant sincèrement que son sourire radieux suffirait à dissiper les préjugés. Mais la réponse fut un silence lourd, presque hostile. Un silence qui disait tout, Jussi n'était pas la bienvenue et leur union n'aurait jamais la bénédiction officielle. Le destin, comme pour ajouter une nouvelle épreuve, frappa à son tour. Son père fit un accident vasculaire cérébral, obligeant William à rentrer en Angleterre pour reprendre une partie des responsabilités familiales. Il laissa derrière lui, au Japon, cette vie encore fragile qu'ils avaient commencé à construire. L'éloignement devint un ennemi silencieux. Entre eux, il y avait désormais des océans, des obligations, des regards scrutateurs et cette impression constante d'être observé, évalué, attendu à chaque pas. Pourtant, l'amour ne s'éteignit pas. Ils s'écrivaient presque chaque jour, des lettres longues, parfois tendres, parfois lourdes d'inquiétude. Ils se téléphonaient dès que le décalage horaire le permettait. Et surtout, ils continuèrent de porter ces bagues assorties, minuscules symboles de résistance contre tout ce que l'on tentait d'imposer. Ces anneaux, discrets mais tenaces, leur rappelaient qu'au milieu du tumulte, il existait encore un espace, minuscule mais réel, où leur amour restait intact. Mais autour d'eux, la pression augmentait. Les conseillers du palais multipliaient les avertissements. Certains amis, bien intentionnés, lui disaient qu'il devait penser à l'avenir, protéger la monarchie, faire le choix raisonnable. Jussi, elle, voyait William se fatiguer. Son regard devenait plus sombre, son sourire plus rare. Il semblait pris dans une tempête intérieure où aucun choix n'était juste. Abandonner Jussi, c'était trahir son cœur. Mais la garder près de lui, c'était défier le monde entier et peut-être détruire sa propre santé. Car William était affaibli. Le stress, les responsabilités, l'hôtel et le poids de l'incertitude rongeaient en son énergie. Certains médecins s'inquiétaient de son diabète et de son rythme de vie. Mais lui, fidèle à cette nature silencieusement courageuse, avançait sans se plaindre comme s'il portait sur ses épaules deux vies à la fois, celle qu'il voulait et celle qu'on attendait de lui. À ce moment précis de son existence, William se tenait sur une ligne fragile, la plus fragile peut-être de toute son histoire. L'amour et le devoir tiraient chacun de leur côté. Et dans cette tension insoutenable se dessinait, sans qu'il le sache encore, l'ombre douce amère de la tragédie à venir. Le 28 août 1972,
Le ciel au-dessus de Goodwood avait cette transparence calme et dorée que l'on associe aux fins d'été anglaises. William, malgré les tourments intérieurs des derniers mois, semblait ce jour-là étrangement serein. L'aviation avait toujours été sa respiration, son espace à lui, loin des décisions impossibles et des murmures du palais. Aux commandes d'un Piper Cherokee qu'il connaissait bien, il retrouvait cette sensation de contrôle et de liberté, une échappée qu'aucune étiquette royale ne pouvait atteindre. Le meeting aérien attira près de 30 000 spectateurs, venus admirer les démonstrations de pilotage. Dans la foule se trouvait sa mère, Lady Alice, qui observait son fils avec la fierté discrète des mères qui savent à quel point leurs enfants ont dû lutter pour rester eux-mêmes. William salua quelques amis, vérifia l'appareil méthodiquement, puis monta à bord, déterminé à offrir une prestation élégante plutôt que spectaculaire. Rien, absolument rien, ne laissait penser que ce vol ordinaire deviendrait la scène d'une tragédie historique. Mais au moment d'un virage serré, un vent soudain se leva, modifiant la trajectoire de l'avion. William tenta de corriger, mais l'altitude était trop basse. L'aile effleura un arbre juste quelques centimètres de trop. Ce contact minime, presque imperceptible, déclencha l'irréparable. L'appareil perdit sa stabilité, se cabra, tourna en spirale. La foule, d'abord incrédule, se figea. Puis un souffle sec, une explosion brève mais déchirante fit vibrer l'air, et le silence qui suivit fut peut-être le plus terrible de tous. En quelques secondes, le ciel qui l'aimait tant l'avait trahi. Les secours se précipitèrent, mais il n'y avait plus rien à sauver. Les flammes avaient tout consumé. Le corps était méconnaissable, l'identification dut se faire par les archives dentaires. On raconte que Lady Alice, témoin de la scène, resta immobile de longues minutes, incapable d'accepter ce que ses yeux venaient de voir. La nouvelle se diffusa dans tout le pays comme un choc glacé. L'un des princes les plus prometteurs de sa génération, celui que l'on surnommait le James Bond de Windsor, venait de disparaître sous les yeux de milliers de personnes. Ce jour-là, au milieu des débris fumants, quelque chose d'autre disparut. L'espoir d'une vie qui aurait pu être magnifique, libre, aimée sans contrainte. Le destin venait de refermer brutalement son livre, laissant derrière lui une traînée de lumière brisée. Lorsque la nouvelle du crash arriva jusqu'à Zutzi, le monde sembla soudain s'arrêter. Elle était à Tokyo, là où leur histoire avait commencé et où elle avait secrètement espéré qu'elle pourrait aussi se poursuivre. Mais ce matin-là, en ouvrant la porte, elle trouva un messager portant un petit écrin noirci par la fumée, vestige récupéré parmi les débris encore chauds. À l'intérieur, il y avait la bague que William portait toujours, tordue par l'impact, brûlée sur les bords mais étrangement intacte en son centre, comme si le feu lui-même avait hésité à effacer ce symbole. Suzy ne dit pas un mot. Elle ferma les paupières, glissa lentement la bague à son doigt et sut, avec une certitude douce et cruelle, que sa vie venait de basculer définitivement. Elle ne se remariera jamais. Pendant 50 ans, elle portera cette bague abîmée, témoin d'un amour que la cour avait tenté d'éteindre mais que le temps, lui, n'avait pas réussi à dissoudre. Chaque fois qu'elle posait son regard sur ce cercle tordu, elle retrouvait la voix de William, ses gestes attentifs, son humour discret. C'était sa façon de prolonger leur histoire dans un monde où elle n'avait plus de place officielle. À Londres, les préparatifs des funérailles se déroulèrent dans un silence pesant. La mort de William n'était pas seulement une tragédie personnelle. Elle fut ressentie comme une perte d'avenir, une promesse avortée. La famille royale organisa une cérémonie sobre, mais empreinte de respect profond. Ceux qui étaient en présent se souviennent encore du poids émotionnel qui emplissait la chapelle de Windsor ce jour-là. Parmi les visages tendus, celui du prince Charles était particulièrement marqué. Il avait perdu plus qu'un cousin. Il avait perdu un ami, un confident, une figure de courage discret qu'il admirait profondément. Des années plus tard, lorsque Charles eut son premier fils, il prit une décision qui, pour beaucoup, passa inaperçue. Il lui donna le prénom de William. Un hommage silencieux, intime, adressé à celui qui avait incarné le mélange rare de noblesse, d'intelligence et de liberté. Ce simple geste suffit à empêcher que la mémoire du prince disparu ne s'efface totalement des générations futures. Aujourd'hui, il ne reste de William que quelques photographies aux couleurs passées, quelques films tremblants où l'on devine son sourire, et les souvenirs tenus serrés par ceux qui l'ont connu ou aimé. Pourtant, lorsqu'on s'attarde sur son histoire, elle apparaît comme une étoile filante. Brève, lumineuse, impossible à ignorer. Un homme né dans la guerre, façonné par le danger, attiré par le ciel comme par un appel intérieur, et qui a vécu avec l'intensité de ceux qui pressentent que le temps ne leur accordera pas de seconde chance. Peut-être est-ce cela, l'héritage véritable de William de Gloucester, rappeler que même au cœur des dynasties les plus rigides, il existe des êtres qui brûlent plus fort, plus vite, laissant derrière eux une lumière fragile mais persistante. Une lumière que le temps ne parvient pas à éteindre. Une lumière que Suzy, jusqu'à son dernier souffle, a portée au bout de son doigt.